8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Carl Olive. Bonjour Carl Olive. Bonjour Romain Desarmes. Merci beaucoup d'être avec nous, député Renaissance des Yvelines. On va évidemment parler de beaucoup de sujets avec vous ce matin, mais je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé à Nantes. Dramatique actualité à Nantes. Un élève qui a été tué dans un lycée nantais, une élève en l'occurrence, tuée au couteau par un autre élève. De nombreux parents d'élèves sont inquiets ce matin, partout en France, à Nantes et ailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites ? Évidemment que nous sommes inquiets. On est ébranlés par ce qu'on vit, ce que ces parents peuvent vivre, la douleur d'une famille. Et quand on est père de famille, on sait ce que ça peut engendrer quand on a encore des enfants au collège. Ce que je constate, c'est que malheureusement, c'est pas la première fois. On parle beaucoup du mal. Moi, j'aimerais qu'on traite aussi les racines du mal. Alors, parlons du mal. Aujourd'hui, cet élève arrive à rentrer avec une arme blanche. Déjà, commençons par interdire la vente des armes blanches aux mineurs. Je vois encore parfois sur des marchés forains, on peut acheter des opinels, on peut acheter des couteaux. Alors vous allez me dire, Romain Desarmes, oui, ça n'empêche pas qu'on peut prendre aussi un couteau dans le tiroir de la cuisine. Parlons aussi d'éducation, parlons des parents. Si on tapait un petit peu, pardonnez-moi l'expression, au portefeuille des parents qui sont parfois irresponsables chez ces mineurs, alors il y aura peut-être des choses à faire. On peut très bien suspendre, voire supprimer un certain nombre d'allocations et parfois des aides qui sont non obligatoires, comme je l'ai fait à Poissy. C'est de cette manière qu'on a réussi à baisser la délinquance juvénile à Poissy entre 12 et 17 ans de 30%. Ça, c'est ce que j'appelle le mal. Oui, on peut mettre des portiques. Ça a un coût. On l'a vu pendant le Covid. Le Premier ministre ne l'exclut pas. Il dit que c'est une piste, les portiques détecteurs de métaux. Oui, bien sûr. Mais je pense d'abord il faut les personnes pour les contrôler. Il faut que les personnes soient formées. Mais c'est une proposition. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas allé chouiner sur la nature de la proposition. On peut aussi renforcer des personnels de sécurité. À l'intérieur, je ne parle pas des forces de police nationales et municipales qui ont suffisamment de travail, qui ne sont pas faites, à mon sens, seulement pour cela. Ça s'appelle traiter le mal. Mais moi, je voudrais vous parler, Romain Desarmes, des racines du mal. Parce qu'on a un problème en France, un gros problème, c'est celui de la santé mentale. Et je vais vous expliquer ce qui m'est... Parce que là, on est face à un profil... probablement de malades psychiatriques. En tout cas, le jeune a été interné en psychiatrie hier soir. Oui, on a quelqu'un qui n'est pas bien, qui peut être bipolaire, qui peut être schizophrène, etc. Je vais vous dire parce que ça m'est exactement arrivé et je suis pas le seul exemple sur le sujet. Ça vous est arrivé à Poissy. Ça m'est arrivé à Poissy, ça concerne CNews. La personne m'interpelle, me dit ceci, car il sait que je vais venir sur le plateau de Pascal Praud le lendemain, le lundi. T'as intérêt à venir montrer ta grande gueule de con chez Pascal Praud et tu lui dis aussi que lui va manger. Et derrière, il enchaîne. Voilà le programme que je te propose. Lundi, ablation des testicules, ça c'est pour les enfants. Mardi, tu démissionnes et je te fais une tête au carré devant mes femmes. Mercredi, tu intègres Fresnes pour pédophilie. Jeudi, c'est la cour martiale. Vendredi, Fort de Vincennes, extermination pour trahison. Voilà le type. Vous écrit ça. Exactement. La personne non seulement écrit, mais derrière va se déplacer à mon domicile où seul mon enfant de 12 ans est présent entre deux cours d'école. Malheureusement, c'est pas une exception. Là, on a typiquement un profil qui est le même. Alors, il est adulte. Que ce jeune adolescent, dans les grandes diatribes qu'il a pu faire, sur 5 ou 6 pages, comme le fameux manifeste. Dieu nous crée et nous balance sur cette terre, à nous y retrouver. Voilà typiquement ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, et il faut le dire aux téléspectateurs, dans la rue, parce que ça existe. Et pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas suffisamment armés en matière de santé mentale. Et moi, je pense évidemment à tous ces centres hospitaliers, toutes ces structures privées parfois, qui malheureusement sont démunies en termes de personnel, sont démunies en termes de formation. Et face à ce type de profil, qu'est-ce que vous proposez alors ? C'est important de le dire, parce que j'ai des chiffres également. Il y a seulement 700 établissements, sur les derniers chiffres, qui décrivent qu'ils ont un centre de psychiatrie qui est proposé. C'est évidemment insuffisant. Et quand on regarde l'échelle française, 3 millions de jeunes sont touchés, 3 millions de personnes sont touchées par des troubles psychiatriques. Et on a un enfant sur 6 entre 12 et 18 ans qui est concerné par cela. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que, pardonnez-moi, dans la nature, dans nos collectivités, sur le territoire français, eh bien, on a beaucoup de trous dans la raquette sur ce sujet-là. Il faut s'atteler à faire en sorte que la santé mentale soit une grande cause nationale, et pas simplement dans les actes. Il faut le faire dans les actes plutôt que de le faire simplement dans les paroles. Ça a été déjà décidé.
par l'ancien Premier ministre. Oui, bien sûr que ça a été décidé, mais maintenant il nous faut des actes. On nous dit, et tant mieux, quelle efficacité. Il nous faut des places de prison, très bien. Je vais vous donner un exemple, on n'a qu'à fermer Betaram. Ça suffit, on n'a qu'à fermer Betaram. Faisons-en un centre de détention fermé. Ou faisons-en, puisqu'il y a 500 personnes qui peuvent être accueillies, un centre, par exemple, de psychiatrie. Je ne fais pas du populisme, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait des réponses concrètes par rapport à ça. Mais si on ne prend pas la mesure de cela, alors malheureusement, des jeunes demoiselles comme celle qui a perdu la vie, eh bien, on peut en avoir, je ne vais pas dire au quotidien, mais presque, parce que la sécurité, tolérance zéro, oui, c'est très bien, mais le risque zéro n'existe pas. La preuve, on aurait peut-être pu, je vais vous dire, on aurait peut-être pu donner le prix Goncourt du plus sage à l'école à ce jeune homme qui aujourd'hui est interné, et tant mieux. Karl Olive, j'en reviens à ma première question. Qu'est-ce que vous dites aux parents d'élèves inquiets ce matin? Est-ce que vous leur dites ne vous inquiétez pas, vos enfants sont en sécurité dans les écoles en France? Mais non, il ne faut pas se cacher encore une fois derrière son petit doigt. On ne peut pas dire ça. Il faut simplement d'abord saluer le personnel enseignant, saluer le personnel de l'éducation nationale, saluer nos forces de sécurité qui sont aussi intervenues très rapidement. Mais il faut simplement dire que tout est mis en place et dans quelles que soient les écoles de territoire, pour que ça ne se passe pas, ça peut se produire et on le voit. Mais il faut encore une fois traiter à la fois le mal et les racines du mal. Il faut traiter autant l'aval que l'amont. Il faut traiter autant les causes que les conséquences. Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Je voulais vous entendre également sur les attaques de prison et les menaces contre les agents pénitentiaires. Ce qui se passe est extrêmement grave. Vous êtes rendu vous-même d'ailleurs cette semaine à la maison d'arrêt de Poissy pour apporter votre soutien aux agents pénitentiaires. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre visite? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bon, d'abord, j'y vais pas simplement quand il y a un sujet. Notre maison centrale à Poissy, c'est l'une des dernières de France en centre-ville. Il y a 220 détenus, 180 personnels pénitentiaires qui font un travail exceptionnel. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils souhaitaient d'abord avoir plus d'effectifs, parce que là encore, il faut traiter l'amont. Il fallait être aussi protégé. Et moi, je trouve que le fait que l'État puisse porter plainte en lieu et place de l'agent pénitentiaire quand il y a ce type de conflit est important. Et puis derrière, il faut saluer, il faut le dire aux mains des armes, hein, quand ça va bien aussi, saluer le travail, encore une fois, des forces de sécurité. Je vois bien le préfet des Yvelines, la police nationale, la police municipale, qui est très présente sur ces sujets-là. Mais on a un vrai sujet, il faut le dire, de crainte, parce que je crois que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ont mis le doigt où ça faisait mal, sur le cœur de ce qui fait le narcotrafic en France, c'est-à-dire des personnes, des voyous qui viennent depuis les centres de détention continuer à organiser, tisser leur toile. Ça ne peut plus durer, et je pense que c'est un fort message qui a été envoyé. Donc typiquement, les agents pénitentiaires de Poissy ainsi que la direction réclament effectivement de la protection, réclament aussi du soutien et faire en sorte que, encore une fois, pour pallier à l'absentéisme, le paradoxe de la situation, c'est que ces gens-là aimeraient valoriser leur travail et aujourd'hui doivent se planquer. Il y a quand même un sujet. Je voulais vous entendre également sur le lycée Averroès, le lycée musulman. Le tribunal administratif de Lille a ordonné à l'État de reprendre ses versements de subventions d'argent public à ce lycée qui est un bastion de l'entrisme islamiste, nous dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que l'État doit faire appel de cette décision du tribunal administratif? Moi, je vais être très clair par rapport à ça. On a la chance en France d'avoir une justice. La justice a fait son chemin. On peut purger tous les recours par voie judiciaire de ce qui peut être fait. Alors, si jamais l'État doit faire appel, l'État prendra ses responsabilités. Force est de constater que la justice a donné sa décision et on doit respecter la justice. Je veux être très clair par rapport à ça. Je ne connais pas spécialement le dossier sur ce sujet, mais je pense que sur ce sujet, comme dans d'autres, on pourrait parler de Betaram par exemple, on doit pouvoir respecter la justice. Mais un qui connaît très bien ce sujet, c'est Bruno Retailleau. Il dit que c'est un bastion de l'entrisme islamiste. Et il dit qu'il faut faire appel. Oui, enfin, on peut aussi faire des contrôles inopinés. Moi, il m'est arrivé aussi de pouvoir aller dans des contrées, quel que soit, d'ailleurs, c'est pas un sujet de stigmatisation, quelle que soit la religion, le sport, en termes de laïcité, pour faire des contrôles inopinés. Et puis, si jamais les règles sont enfreintes, alors il faut appliquer les sanctions qui sont en face. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas vous donner l'arrivée du tiercé avant la course. Gérald Darmanin dit que c'est un combat culturel, mais qu'il faut des lycées musulmans en France. Il faut des lycées musulmans en France ? Écoutez, pourquoi il n'y en aurait pas ?
Enfin, je ne vois pas où est le problème. Oui, mais Romain Desarmes, vous voyez, en posant cette question, si je peux me permettre, je pense qu'on stigmatise les personnes de confession musulmane, là où l'immense majorité n'a aucun problème, ni d'intégration, ce sont des Français, ni de sujet du bien vivre ensemble. Et on le voit bien dans le dialogue interculturel qu'on peut mettre en place, comme j'ai pu le mettre en place à Poissy. En revanche, lorsqu'il y a une faute, lorsque une minorité vient pourrir l'immense majorité de celles et ceux qui veulent bien vivre, alors là, il faut être sans cadeau. Il faut être sans cadeau, sans état d'âme. Hors jeu, il y a une sanction, comme dans le sport. Les retraités. Le gouvernement n'exclut pas de revenir sur cet avantage fiscal dont bénéficient les retraités, à savoir 10% d'abattement pour frais professionnels institués en 78. Est-ce qu'on peut arrêter Vous êtes favorable au maintien de l'avantage Est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder, s'il vous plaît, les retraités? Moi, je vous dis pas ça à vous, Romain Desarmes, mais est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder ici en France ceux qui bossent ou ceux qui ont bossé? On parlera peut-être des boulangers et des fleuristes ensuite. Mais enfin mince, les retraités. Regardez les retraités, le nombre d'années qu'ils ont pu effectuer. Et puis moi, je veux bien qu'on fasse un benchmark sur le nombre de leur arrêt de travail. Cette génération qui n'arrêtait pas de travailler. Et aujourd'hui, on va les emmerder. Avant d'aller toucher les retraités, vous ne croyez pas qu'on peut regarder simplement pour faire nous-mêmes des efforts? On a des efforts aussi à faire nous-mêmes. Et je parle effectivement à ce gros mammouth qu'est l'État. On a commencé à réduire les budgets sur les agences d'État. Vous savez, 1200 agences d'État. Commençons par faire cela. Et puis derrière, on ira s'attaquer peut-être à des petites cerises. Et moi, je ne vous parle pas des super profiteurs, etc. Je vous parle de celles et ceux qui font que la France est ce qu'elle est. Et je considère que la France est ce qu'elle est aussi parce que nous avons eu la chance d'avoir des retraités qui ont bossé toute leur vie. Qu'on arrête de les emmerder. Mais Carl Olive, on ne sait pas faire des économies. Regardez, François Bayrou a, comme on dit, tapé du poing sur la table. Ça, les responsables politiques tapent souvent du poing sur la table, avec plus ou moins d'efficacité. Mais le coût de la fonction publique d'État a augmenté de 7% l'année dernière, plus 6,7%. Tous les salariés n'ont pas eu cette augmentation. Le coût de la fonction publique d'État. Alors que l'inflation n'était que de 2%. Ça veut dire que les fonctionnaires nous coûtent de plus en plus cher. On ne sait pas faire, on ne sait pas réduire les dépenses publiques. Mais vous savez pourquoi? Parce que le logiciel n'est pas bon, Romain Desarmes. Qu'on confie comme... on peut faire des dépenses, des réductions de dépenses. Moi, je vais vous donner des exemples précis. Qu'on confie, par exemple, aux maires de France, comme ils le font, la gestion de leur budget de fonctionnement et d'investissement dans les communes. Vous savez, dans les communes, on doit rendre notre budget à l'équilibre. Donc, qu'on ne vienne pas emmerder les maires en leur disant « vous êtes responsables » ou les fonctionnaires. Encore une fois, je me permets de parler de choses concrètes. À Poissy, on a mis en place un système d'amélioration des conditions de travail et de baisse de l'absentéisme. On a réduit le budget de 30% quasiment en 5 ans. Donc c'est possible, parce qu'on nous fait confiance. Et donc que l'État commence à balayer devant sa porte. Et c'est un député de la Nation qui vous le dit. Donc vous voyez, on a des choses à faire avant même d'aller, encore une fois, ennuyer, je vais arrêter de dire emmerder, ennuyer celles et ceux qui sont des locomotives pour le pays, des fantassins de la République. Encore une fois, les fonctionnaires, si on a la possibilité de ne pas augmenter des pressions fiscales dans les collectivités, c'est bien parce que les collègues de la fonction publique jouent aussi le jeu et relèvent le défi. Et ces gens-là ne viennent pas gangréner la dette de l'État. C'est pas nous qui imposons l'augmentation des agents. Et ils ont bien raison d'être augmentés quand ils font du bon travail. C'est logique. 600 postes risquent d'être supprimés chez ArcelorMittal. La gauche demande la nationalisation d'Arcelor ou en tout cas une entrée de l'État au capital. Qu'est-ce que vous dites? Que la gauche, comme d'habitude, pour ce goinfrer, elle sait faire. Pour systématiquement trouver des solutions qui sont très très simples. C'est-à-dire la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000, etc. On va travailler 20 heures par semaine. Non, ça c'est pas raisonnable. En revanche, le sujet effectivement de Mittal est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a des métiers qui évoluent, qui changent. De la même manière, dans l'industrie automobile, on a peut-être de la translation à imaginer. Mais évidemment que, encore une fois, le logiciel n'est pas bon. On vient imposer à ces gens-là, sans même les prévenir, le fait qu'ils n'auraient pas plus de travail dans quelques mois. Il y a peut-être un chemin à trouver avec l'ensemble des partenaires. Là, on parle du nord de la région. Je pense que Xavier Bertrand va être autour de la table. Je voulais vous parler également du pape, que vous avez eu la chance de rencontrer avec le Variété Club de France de Jacques Vendroux, qu'on connaît bien sur Europe 1 et sur CNews. Les téléspectateurs de CNews voient une photo à l'écran où vous offrez une icône de la Vierge Marie au pape François. Demain, les obsèques du pape François. Vous pouvez nous raconter en quelques mots votre rencontre? D'abord, il vous en reste?
D'abord, je suis très heureux que le pays mette ses drapeaux en berne pour le décès du pape François. Pape François, c'est quelqu'un qui est mondialement connu et reconnu. Ce que je retiens, c'est que j'ai eu face à moi beaucoup d'émotions, évidemment, et par ma foi personnelle, mais j'ai vu en face à moi un battant. Le pape François est quelqu'un qui aime beaucoup le sport, il est argentin, j'aime beaucoup le sport également. Je pense que le pape François est un attaquant. Et quand je recensais un peu les réformes qu'il a pu faire, et on a, comme dit, un droit d'inventaire aujourd'hui, les réformes sur la curie avec l'ouverture de postes aux laïcs et aux femmes, ça s'était jamais fait à Rome, le travail sur les abus sexuels, quand il dit qui suis-je pour juger, notamment à propos des personnes homosexuelles, et puis la réforme des finances du Vatican. Le pape François, c'était un pape attaquant. Si on pouvait avoir un nouveau pape aussi attaquant, je pense qu'il ne laisserait pas indifférent. Et ne pas laisser indifférent dans le monde d'aujourd'hui, et qui plus est dans le monde catholique, je pense que c'est aussi important. Carl Olive était l'invité de la grande interview. Merci beaucoup d'être venu ce matin parler aux téléspectateurs de CNews et aux auditeurs d'Europe 1. Et je rappelle le titre de votre livre, voilà, qui apparaît à l'écran. Carl Olive, on n'est pas KO. Voilà, jeu de mots. Oui, aux éditions Fayard. Et le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, les préfets, n'emmerdez pas, s'il vous plaît, les boulangers le 1er mai, les fleuristes le 1er mai. N'emmerdez pas ceux qui bossent dans ce pays, qui font vivre le pays. C'est un jour de liberté, pas un jour d'interdiction. Merci. Faites allusion à ce boulanger qui a été placé en garde à vue parce qu'il avait travaillé le 1er mai. Effectivement, on marche sur la tête, comme on dirait sur Europe 1, avec Cyril Hanouna. 6h29. Merci beaucoup, Carl Olive. Bonne journée.